tous. On attend 1 minute que l'ensemble des personnes se connectent. Donc bonjour, on vous voit arriver progressivement. Bonjour Aboubacar, Angela, Aude, Aurélia, Catherine, Céline, Clara, Christophe, Cyril, Frédéric, Hugo, Marc, Noéline, Sarah. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Sophie, Sylvain, Thierry, Tiana. Et je m'excuse si j'en oublie puisque vous êtes en train de nous rejoindre de façon massive. On est aujourd'hui rassemblés pour parler de CSRD, donc cette réglementation européenne dont on entend beaucoup parler. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir décoder, simplifier au maximum et vous expliquer concrètement en quoi ça va ou non concerner vos entreprises. J'attends encore quelques minutes parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter progressivement. Et après, je vous propose qu'on démarre. Dans le même temps, et en attendant, on vous propose d'utiliser le module de chat. Donc, vous voyez en bas à droite de votre écran. Donc, je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui l'ont utilisé. N'hésitez pas à utiliser ce module de chat à la fois pour vous exprimer et poser vos questions. Et on y reviendra, mais pour les 15 dernières minutes, on les consacrera aux questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Voilà pour nous. Je vous précise aussi que ce webinaire est enregistré et que vous aurez à votre disposition le replay disponible sur YouTube, donc la chaîne YouTube d'Entreprise Engagée, que vous trouverez facilement et vous retrouverez l'ensemble de nos webinaires également sur YouTube. Voilà, je pense que c'est bon. Même si des personnes sont encore en train de nous rejoindre, je vous propose de commencer. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène Doumet aujourd'hui pour co-présenter ce webinaire avec moi. Donc bienvenue, enchantée et bienvenue Marie-Hélène. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc Marie-Hélène, aux côtés d'entreprises engagées, c'est une experte CSRD qui accompagne les entreprises justement dans cette démarche. Et Marie-Hélène, elle a une quinzaine d'années d'expérience dans des grands groupes multinationaux sur des sujets de reporting, donc justement qui sont confrontés aux thématiques d'aujourd'hui. Et moi-même, je suis Alexis Goudineau. Je suis le cofondateur d'Entreprises Engagées. Nous sommes un cabinet de conseil en RSE basé à Paris. Je vous propose de démarrer, et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le module de chat tout au long de ce webinaire. Qui sommes-nous en très rapide avant de commencer? Donc, on est effectivement un cabinet de conseil en RSE, on est basé à Paris, et on est également une entreprise à mission. Donc, vous voyez sur l'écran notre raison d'être, et c'est aussi la raison qui nous anime et qui fait qu'aujourd'hui, on est en face de vous pour essayer d'évangéliser, de parler de nos sujets, en particulier de la CSRD, au plus grand nombre, de faire en sorte que les entreprises améliorent leurs pratiques. En ordre du jour, au programme d'aujourd'hui, donc le webinaire durera 1 heure, comme convenu, donc ça se terminera maximum à midi. On vous propose de revenir sur l'historique de la CSRD, voir d'où ça vient, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu du changement récent dans cette réglementation. Ensuite, concrètement, vous expliquer les règles, qu'est-ce qui s'applique à qui, quel type d'entreprise est éligible et soumise à la CSRD. Donc ça va vous concerner certainement pour beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, dans le chat, si vous avez des demandes à ce sujet. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet, les informations attendues. Parler de la double matérialité, qui est un des piliers, un des éléments majeurs de la CSRD dont vous avez probablement entendu parler. Et enfin, comme convenu, on se réserve 15 minutes de questions-réponses à la fin, donc aux alentours de 11h45. Et voilà, n'hésitez pas à nous les poser et on y répondra avec plaisir. Avant de commencer, on vous propose de nous faire un petit retour et de nous présenter voilà, votre degré de connaissance de la CSRD donc dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole. Et de nous dire un peu, déjà, la CSRD, est-ce que vous connaissez déjà? Peut-être que oui, peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que vous êtes déjà confronté voilà, à ce sujet-là dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous attendez d'aujourd'hui, de ce webinaire d'aujourd'hui? N'hésitez pas à nous dire voilà, dans le chat, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de notre échange d'aujourd'hui? Donc, Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y en a beaucoup qui nous ont rejoints entre-temps. Morgane, Mathilde, Lucas, Elisabeth, Charles. Voilà. Et j'en oublie certains, certainement. Bonjour tout le monde. On va démarrer. Donc la question est, qu'est-ce que vous attendez? Alors je prends quelques retours. Les différences majeures entre la norme CSRD et la norme GRI. Merci pour la question.
Application de la CSRD au TPE-PME. Merci Anne pour cette question. Comprendre comment se place la CSRD par rapport aux autres normes. OK. Lucas, comprendre la CSRD et le lien avec le reporting. Elisabeth, avoir un ordre de lecture efficace des ESRS. Donc, je vois déjà que ESRS est un mot que vous connaissez. Evelyne, ça reste une notion complexe pour moi et je souhaite y voir plus clair. Merci pour ce retour. Des exemples concrets, on va en prendre, ça tombe bien. Nous dit Frédéric. Céline nous dit ces enjeux pour l'entreprise et intérêt pour l'entreprise. Et Gaël nous dit les grands principes de la directive et leur mise en application. Marie nous dit calendrier d'application. Frédéric, je connais bien, mais j'accompagne une entreprise qui sera soumise à CSRD en 2026. Et l'enjeu est de réfléchir aux indicateurs quand rien n'a encore été fait. Et une autre question sur les TPE-PME, donc on y reviendra sur cette question-là. Comment se former? Voilà, donc je vous laisse continuer à poser vos questions. Encore une fois, on garde du temps en fin de webinaire, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui arrivent encore. On vous propose de démarrer, et encore une fois, on reviendra sur votre question, soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Donc pour commencer, Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la partie historique? Donc d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'il y a une évolution, de manière synthétique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la CSRD arrive et qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce que ça remplace concrètement et qu'est-ce que ça change concrètement pour les entreprises? Bonjour Alexis, bonjour à tous et ravi d'être là. Donc je vais démarrer directement dans le dur. Donc le reporting extra-financier est encadré en Europe déjà depuis 2014 avec la Non-Financial Reporting Directive, transposée en France en 2017 sous forme de la déclaration de performance extra-financière, donc la DPEF. Faut savoir que ces deux textes, donc, elles imposaient aux grandes entreprises de divulguer des informations sur comment elles géraient leurs impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Sauf que dans les faits, ces textes n'étaient pas très prescriptifs et donc elles laissaient une large marge d'interprétation aux entreprises. Et donc ce qu'on observe, en fait, a été une grande diversité dans l'application de ces textes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, donc en Europe, l'Europe a revu le texte de la NFRD, ce qui devient aujourd'hui la Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, qui est rentrée en vigueur en début de l'année et on attend sa transposition en droit français vers la fin de 2023. Ce qui est important à savoir, j'ai vu les questions passer là au tout début sur le lien avec les autres référentiels internationaux, c'est qu'en dehors de ce cadre réglementaire, il y a beaucoup de référentiels de management de la durabilité qui existent et il y a beaucoup de standards de reporting également, comme le GRI qui a été cité dans une des questions du chat. Ce que l'Union européenne a voulu faire avec la CSRD, c'est de faire en sorte que toutes les recommandations de ces normes de management ou de ces normes de standards qui font référence aujourd'hui convergent vers un seul texte unique qui est la CSRD. Donc tout ceci pour ne pas que les entreprises aient à refaire tout le chemin parcouru jusque-là. Ils ont vraiment travaillé pour avoir le plus d'alignement possible avec ces référentiels qui sont déjà très utilisés. Alors quels sont les autres points? Alors j'en citerai 3 autres points majeurs qui différencient la CSRD de la NFRD aujourd'hui dans l'application du reporting. Le premier, c'est l'emplacement de ce reporting qui est dans un rapport de gestion unique, donc plus dans un rapport séparé. Le deuxième, c'est que le rapport doit pouvoir être lu électroniquement, c'est-à-dire l'ambition de l'Europe, c'est après de faire remonter toutes ces données et de constituer une base de données européenne avec toutes les données extra-financières. Et le troisième point, très important, c'est la vérification de ces données par un auditeur externe. Donc vraiment pouvoir vérifier la validité et la précision de ces données-là. Donc je tiens juste à préciser que pour l'emplacement dans le rapport de gestion et la vérification externe, ce sont déjà des choses qu'on a l'habitude en France qui sont déjà imposées par la DPEF. Donc voilà, l'Europe reprend ces obligations-là pour l'étendre dans sa nouvelle reporting CSRD. Donc merci Marie-Hélène. Alors concrètement, les ambitions, qu'est-ce qui fait que ça a changé pour les entreprises et que cette réglementation évolue? Et quelles sont au final les ambitions de cette évolution de cadre réglementaire CSRD?
Alors, la CSRD a vraiment pour ambition, de porter et de soutenir, les objectifs européens, en matière de durabilité et surtout, de flécher aussi les capitaux vers des investissements durables. Elle se veut vraiment un outil de pilotage de la stratégie, d'entreprise. Donc là, on voit vraiment ce n'est plus tout simplement de la déclaration de la performance. On est vraiment dans comment est-ce qu'on utilise, les données, les performances des entreprises pour aller plus loin, pour définir des stratégies, pour définir des actions et pour, mesurer, son progrès dans le temps. Donc c'est vraiment un véritable outil de pilotage. Il ne faut vraiment pas considérer ça juste comme, de la conformité ou de la compliance. Sinon, on passerait vraiment à côté de tous les bénéfices, de la CSRD. Aussi la CSRD, donc comme je disais, elle veut combler les soucis qu'il y a eu avec la NFRD. Donc elle veut vraiment œuvrer pour plus de transparence, plus de précision dans les données et elle veut surtout harmoniser, toutes les déclarations de performance. Donc vous allez voir, elle va beaucoup plus loin dans la définition des termes. Donc chaque terme est bien défini pour ne pas qu'il y ait, de différence d'interprétation d'une entreprise à une autre. Les méthodologies de calcul pour les indicateurs sont aussi très normées. Il y a aussi des exigences attendues sur la qualité des données. Donc voilà, c'est vrai que certains perçoivent ça comme étant, une lourdeur administrative, mais il faut comprendre d'où on vient et c'est vraiment justement pour pallier à ces problèmes qu'on a pu avoir avec la NFRD de manque de comparabilité, de manque de précision, de manque de transparence aussi, où des données auraient dû être publiées mais qui ne l'étaient pas, que, la CSRD rentre vraiment dans le détail de tout ce qui est attendu. Ok, merci Marie-Hélène. Donc plus de transparence, plus de précision, harmoniser les déclarations et au final c'est un vrai outil de pilotage de la stratégie de durabilité pour nos entreprises. On a eu quelques questions sur je suis une TPE, je suis une PME, je crois que je peux entre guillemets échapper à cette réglementation et notamment voilà, est-ce que j'y suis confronté, est-ce que ça va m'impacter demain? Alors justement, on arrive sur ce champ d'application pour voir si vous, concrètement, votre entreprise, celles qui vous entourent, sont concernées. Est-ce que Marie-Hélène, tu peux nous donner les grandes lignes de la CSRD, justement, quelles entreprises, en fonction de quels critères, vont être concernées ou pas? Oui, bien sûr. Alors, c'est aussi intéressant de voir d'où est-ce qu'on vient. Alors, sous la NFRD, étaient soumis à la déclaration extra-financière les grandes entreprises avec plus de 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ou bien un bilan supérieur à 20 millions d'euros, qui étaient d'intérêt public, c'est-à-dire qu'elles étaient cotées sur un marché réglementaire ou bien des établissements de crédit ou d'assurance ou autres. La DPEF avait élargi ce champ encore plus, c'est-à-dire qu'elle avait aussi inclus les entités, les grandes entreprises non cotées, si leurs effectifs étaient supérieurs à 500 et leur chiffre d'affaires ou leur bilan supérieur à 100 millions d'euros. Je tiens à préciser aussi qu'à la DPEF, les SAS n'étaient pas inclus, donc elles étaient exemptées de la déclaration extra-financière. Maintenant, le CSRD prend encore un champ plus large, c'est-à-dire qu'on considère les grandes entreprises selon les définitions de la directive comptable, c'est-à-dire qu'une grande entreprise est soumise à la CSRD si elle répond à 2 des 3 critères suivants, soit plus de 250 collaborateurs, plus de 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan. Donc sont aussi compris les petites et moyennes entreprises si elles sont cotées sur un marché réglementaire. Et je rappelle aussi la définition de petites et moyennes entreprises parce qu'elles peuvent avoir différentes définitions en fonction, selon la définition française ou européenne. Donc selon la définition européenne, c'est celle qu'on considère pour la CSRD. Une entreprise est considérée petite ou moyenne si elle répond à 2 des 3 critères, donc entre 10 et 250 collaborateurs, un chiffre d'affaires entre 700 000 ou 40 millions d'euros, et un bilan entre 350 000 et 20 millions d'euros. Ensuite, donc, dernière grande nouveauté de la CSRD, c'est l'inclusion des entreprises non européennes. Donc il y a plusieurs conditions qui rentrent là. Je ne vais pas les expliquer tous, c'est un peu compliqué. Si quelqu'un a un cas très spécifique, qui n'hésite pas à nous contacter peut-être après le webinaire et on sera heureux d'y répondre. Mais pour faire simple, donc une entreprise non européenne doit répondre si elle fait un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros en Europe sur 2 années consécutives, si elle a une filiale ou succursale, au moins une filiale ou succursale en Europe, si cette succursale fait au moins 40 millions de chiffre d'affaires ou si la filiale répond aux critères d'une grande entreprise.
Voilà. Il Voilà, y a si c'est évidemment oui, vas-y. non, j'ai dit si ça reste pas clair pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Donc après ce webinaire, on pourra répondre à votre question, est-ce que vous êtes soumis ou pas. Et une petite question quand même en mettant les pieds dans le plat, parce qu'on se dit, ouais, bon, peut-être que, entre guillemets, ça ne me concerne pas. Admettons, je suis dans une entreprise et il y en a certainement aujourd'hui avec nous qui a 50 salariés, 100 salariés. Et donc je me dis, j'échappe un peu, donc c'est une TPE, PME non cotée, et donc j'estime que je n'y suis pas soumis. Est-ce que finalement ça ne va pas me concerner du tout, et donc je peux, entre guillemets, oublier la CSRD et voilà, et profiter du coup de mes autres enjeux d'entreprise, ou est-ce que je vais quand même être concerné, Marie-Hélène, si j'ai 50 Alors salariés? alors alors oui, oui, on ne peut pas vraiment oublier la CSRD parce que vous allez voir tout à l'heure, un grand changement de la CSRD, c'est le périmètre. Donc une entreprise maintenant est responsable de toute sa chaîne de valeur. C'est-à-dire ses fournisseurs, entre autres, ses sous-traitants, ses partenaires. Donc même une petite entreprise qui ne rentrerait pas dans le champ d'application peut très bien se retrouver dans la chaîne de valeur d'une entreprise qui, elle, est soumise à la CSRD. Et donc, elle sera tenue à fournir à cette entreprise-là les informations sur ses impacts environnementaux et sociaux et sociétaux. Donc voilà, ne pas penser qu'elle ne va pas être concernée, elle y sera probablement aussi par le biais de la chaîne de valeur. Voilà, donc de façon peut-être un peu plus indirecte, mais en tout cas, elle va être concernée. Et donc pour ceux qui disaient TPE, PME pas concernées, sont-elles concernées? La réponse est oui, ça va concerner voilà, beaucoup de nos entreprises. Pour clarifier ça, on va vous proposer de prendre voilà, des exemples avec des situations concrètes, et on vous propose aussi d'interagir aussi pour voir si vous avez bien suivi et compris du coup le périmètre de ce champ d'application. On a 4 exemples d'entreprises, et volontairement, on a positionné voilà, les tailles effectives et puis la partie financière proche des seuils pour pouvoir discuter de ces éléments-là. La première, elle fait 300 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, 15 millions de bilan, elle n'est pas cotée. La deuxième, elle a 100 salariés, 35 millions de chiffre d'affaires, 15 millions de bilan, toujours pas cotée. La troisième, elle est cotée. Ils sont 200 salariés, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la troisième, c'est une entreprise internationale des États-Unis. Ils font 160 millions d'euros sur 2 ans. Ils ont 2 succursales, dont une se trouve en Europe. Et la question pour vous, et on vous propose de répondre dans le chat, donc entreprise ABCD. Et on va commencer par la A. Voilà, à votre avis, une entreprise A est-elle soumise à la CSRD? Voilà, on vous laisse apporter vos réponses. Alors merci, il y a des réponses, il y a du oui, il y a du oui. PME au sens européen, elle rentre des critères. Alors, il y a du oui. Tout le monde est d'accord pour l'instant, tout le monde dit oui. Alors, on propose de dévoiler la réponse. Et puis Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle est soumise? C'était bien oui, la réponse. Bravo à vous. Oui, donc la réponse était bien oui, et tout simplement parce que cette entreprise, elle dépasse donc 2 des 3 critères d'une grande entreprise. C'est-à-dire que donc ses salariés sont supérieurs à 250 et elle fait plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc son bilan est inférieur aux 20, mais c'est pas grave, elle répond à 2 des 3 critères, et donc elle rentre dans le champ d'application de la CSRD. Alors, on vous propose de passer à la deuxième entreprise. Donc cette fois-ci, ils sont 100 salariés. Voilà, ils sont non cotés, ils ont 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. À votre avis, est-ce que eux sont concernés par la CSRD? Donc c'est peut-être ce cas d'entreprise est peut-être représentatif voilà, de votre entreprise actuellement. On a du non. Alors il y en a qui se disent peut-être, si j'ai dit oui au premier, peut-être que la deuxième, ça va être non. Et il y en a certainement qui ont bien vu justement cette notion de seuil. Alors justement, quelle réponse, Marie-Hélène, pour cette entreprise de 100 salariés? Alors la réponse est bien non, donc elle n'a pas à fournir un rapport de durabilité. Alors même si elle rentre, c'est bien une petite et moyenne entreprise, donc elle respecte bien les critères. Par contre, elle n'est pas cotée. Donc il n'y a que les petites et moyennes entreprises qui sont cotées, qui rentrent dans le champ d'application. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui peut très bien faire partie de la chaîne de valeur, d'une entreprise qui, elle, doit fournir son rapport de durabilité, et donc elle peut être tenue de répondre sur ses impacts à cette entreprise-là. Et merci et bravo, c'est précisément ce que nous dit également Emmanuel dans le chat, Lionel, Angela. Comme quoi, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement pas concernés du tout par ce sujet.
La troisième, oh là, je suis allé trop vite. J'ai trop vite, j'ai cliqué, bon, c'est trop tard. Est-ce que tu peux nous dire, Marie-Hélène, pourquoi la troisième entreprise est Bon, soumise à ces... alors la troisième, oui, tout simplement, c'est une PME aussi et elle est cotée. Donc là, elle rentre bien dans le champ d'application de la CSRD. C'est le fait qu'elle soit cotée qui la rend Oui, soumise à la CSRD. oui, Ouais. les PME non cotées ne rentrent pas dans le champ d'application. Alors, on a vu tout à l'heure que les entreprises qui sont, voilà, qui sont non européennes, mais qui ont des activités en Union européenne, peuvent être soumises. Alors, justement, le cas pour cette entreprise D, qui est américaine, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Il y a du oui. Pour l'instant, j'ai du oui. Sylvain, Angela, Laure, Kwasi, Elisabeth. Ah, j'ai du non maintenant. J'avais du oui, mais maintenant j'ai du non qui apparaît. Donc voilà, on sent que c'est à peu près 50-50 entre eux. Alors Frédéric nous dit non par rapport au chiffre d'affaires. Alors justement, on va dévoiler la réponse. Et Marianne, est-ce que tu peux nous décoder cette situation? Alors c'est bien non. Bon, bravo à ceux qui l'ont trouvé. C'est effectivement par rapport au chiffre d'affaires, comme le dit Frédéric là dans le chat. Donc c'est une entreprise américaine qui fait bien 160 millions d'euros sur 2 ans consécutifs en Europe, 2 succursales en Europe. Donc pour l'instant, tout est bon. Elle rentre bien dans le champ d'application, mais ce qui rentre en dehors, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est inférieur à 40 millions d'euros. Donc pour rappel, il faut que les succursales fassent plus de 40 millions d'euros chacune de chiffre d'affaires pour qu'elles rentrent dans le champ d'application. Donc il y avait un petit piège. Voilà, on a essayé justement de trouver un piège pour certains. Et bravo à ceux qui ont vu. Et dans tous les cas, voilà, le cadre est clair. Et si vous avez une question, vous, par rapport à votre situation individuelle, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Alors, on rentre dans le vif du sujet désormais, de voir concrètement qu'est-ce qui est attendu en matière de durabilité et de voir de quoi il s'agit, de quoi on parle au final derrière ce mot, cet acronyme CSRD. Donc, je commencerai par expliquer les 3 niveaux d'information. Donc, le premier niveau, c'est les normes universelles. Ce sont les normes qui s'appliquent à toutes les entreprises qui doivent fournir un rapport de durabilité, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille. Ensuite, il y a un autre niveau qui sont les normes sectorielles. Donc ça, ce sont des normes qui sont en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. L'objectif derrière, c'est de pouvoir comparer des entreprises qui font partie d'une même industrie, par exemple, et aussi c'est de préciser les enjeux spécifiques à ces industries. Et puis ensuite, un troisième niveau d'information, c'est les normes plus spécifiques à chaque entité. On attend, voilà, en particulier des normes, par exemple allégées pour, les PME. À savoir aujourd'hui qu'il n'y a que les normes universelles qui ont été publiées, en actes délégués par la Commission européenne, donc c'était il y a quelques semaines. On attend les normes sectorielles et les normes spécifiques, enfin les normes allégées pour les PME pour, juin 2024. D'accord. Donc, on confirme, Marie-Hélène, que dans un an tout pile, en juillet 2024, si tout se passe bien, on aura la vision complète sur l'ensemble des normes éligibles, aussi bien universelles qu'on connaît déjà, mais également, en plus de celles-là, les normes sectorielles spécifiques, avec un certain nombre de secteurs d'activité qui sont concernés, qui auront des spécificités, justement, et des normes allégées pour les PME, c'est-à-dire ce qui s'applique aux entreprises de plus petite taille. C'est bien ça, l'horizon de temps, c'est dans un an, on aura la vision complète, et aujourd'hui, on a une vision encore en construction. Oui, exactement. Enfin, les normes universelles sont déjà assez bien définies. Donc, on attend juste. Je tiens juste à préciser que les actes délégués, donc, qui ont été publiés il y a 3 semaines, sont en consultation publique en ce moment. Bon, on parlera du calendrier tout à l'heure, mais voilà, il y a certaines choses qui peuvent encore évoluer. Merci pour ces éléments. Si vous avez des questions, on avance dans la présentation, n'hésitez pas à les poser encore une fois dans le chat, c'est fait pour ça. Alors justement, le périmètre de la chaîne de valeur, qu'est-ce qui change par rapport à ce que faisaient les entreprises auparavant, concrètement, avec ces Oui, nouveaux donc j'expliquerai et aussi peut-être si tu peux revenir à la slide d'avant, Alexis, juste pour spécifier les types d'informations aussi qui sont attendues. Donc ça, ce sera spécifique pour chacune des normes. Donc les entreprises doivent fournir des informations sur la gouvernance. Donc par gouvernance, on entend par exemple, une descriptif des comités d'administration, comment les décisions sont prises, comment les risques sont gérés, quel niveau de supervision impose, l'entreprise sur la maîtrise de ces risques et aussi quels sont les moyens de rémunération, par exemple, de ses dirigeants.
Ensuite, elle a besoin aussi d'informer sur la stratégie d'entreprise, le business model et comment ce business model prend en compte les risques, les impacts et les opportunités de durabilité. Troisièmement, donc elle doit aussi expliquer le processus derrière qui a permis à l'entreprise d'identifier ses impacts, ses risques et ses opportunités, comment elle les a évalués, comment elle les a cotés et puis comment elle les a hiérarchisés. Et puis qu'en dernier lieu, elle doit spécifier quels sont les objectifs qui découlent de toutes ces informations-là, quels objectifs elle met en place pour minimiser ses impacts et quel indicateur de suivi elle met en place. Donc en fait, un point important à spécifier là, c'est qu'on remarque bien qu'on n'est plus tout simplement dans une déclaration quantitative avec des indicateurs chiffrés. On est vraiment dans une démonstration de la stratégie d'entreprise qui découle de la performance. On dit souvent que maintenant, dans la CSRD, 2/3 des obligations de reporting est qualitatif maintenant et non plus quantitatif. Voilà, donc ça, c'est juste un point important. Et on voit vraiment, voilà, c'est ce que la CSRD veut vraiment insuffler, c'est se dire qu'un indicateur tout seul ne peut pas être analysé sans tout ce contexte qui va autour. Alors, est-ce que la CSRD, du coup, elle oblige aux entreprises de mettre en place un plan d'action? Alors non, en fait, voilà, c'est souvent une conception un peu erronée qu'on peut avoir de la CSRD. La CSRD, elle n'oblige pas forcément à avoir une certaine politique ou avoir une certaine plan d'action ou même certains objectifs. En revanche, ce qu'elle impose, c'est d'être transparent sur ce qu'on fait. Donc, par exemple, elle va demander aux entreprises quelles politiques elles peuvent avoir mis en place pour décarboner. Donc, elle va demander surtout, est-ce que le plan de décarbonation est en lien avec les accords de Paris? Cela ne veut pas dire que l'entreprise doit avoir un plan de décarbonation en accord avec les accords de Paris. Par contre, elle doit déclarer si elle n'en a pas. Et elle doit aussi, et elle peut, alors pas, elle peut déclarer quel est le temps aussi, si elle n'a pas encore mis en place cette politique, quel temps lui faudra pour la mettre en place. Donc on voit vraiment là aussi le caractère incitatif de la CSRD, donc ce que je vous disais avant, vraiment un vrai outil de pilotage de la stratégie d'entreprise. On comprend où est-ce que la CSRD veut amener les entreprises par les demandes de reporting, et donc les entreprises peuvent vraiment s'aligner là-dessus et mettre en place les politiques si elles ne les ont pas. L'objectif encore, c'est d'être transparent là-dessus. Une entreprise peut très bien dire: «On n'a pas encore cette politique en place, mais on est en train de la préparer. Elle sera prête dans 1, 2, 3 ans». Ça, c'est tout à fait possible. Merci pour ça. Alors, on avance et on revient à la partie chaîne de valeur et notion de temps. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ces sujets-là? Alors, on a déjà un petit peu abordé ces sujets. Donc sur la notion de la chaîne de valeur, c'est un des grands changements, de la CSRD. C'est-à-dire une entreprise n'est plus responsable que sur le périmètre de ses opérations, mais elle est aussi responsable des impacts de ses produits et services qu'elle met à disposition, des consommateurs et elle est aussi responsable de, ses relations d'affaires. Donc ce qu'on entend par relation d'affaires, c'est ses fournisseurs, ses sous-traitants, ses partenaires. Hein, donc elle doit vraiment prendre en compte toute la chaîne de valeur. Ensuite, le deuxième périmètre qui est important à prendre en compte, c'est le facteur temporel. Donc par le passé, on a pu voir ça souvent dans des rapports de durabilité qui se limitent qu'à déclarer les performances passées. Hein, maintenant, on ne veut plus de ça. Les performances passées sont importantes à déclarer, bien sûr, mais elles doivent surtout servir à planifier le futur. Donc c'est-à-dire à décider, à mettre des objectifs à court, moyen et long terme et des plans d'action pour comment on veut y arriver. Et je précise d'ailleurs que ces notions de court, moyen et long terme sont bien, spécifiées, bien précisées dans les ESRS. C'est-à-dire on ne peut plus interpréter, le long terme comme on le veut. Voilà, le court terme, c'est moins d'1 an, le moyen terme, c'est entre 3 et 5 ans et le long terme, c'est plus de 5 ans. OK, merci. Donc du coup, désormais, on va parler aussi du futur et aller se projeter davantage dans, voilà, l'amélioration de cet impact, prévu par l'entreprise. Et donc c'est évidemment des thématiques qui nous intéressent chez Entreprises Engagées, de pouvoir, s'engager davantage sur le futur et l'impact positif. On rentre dans le vif du sujet des normes avec les différentes thématiques et sujets qui sont, concernés. Est-ce que tu peux nous synthétiser, parce que je vois que l'heure tourne aussi, Marie-Hélène, nous synthétiser un petit peu
ce panorama de tous les sujets qui sont inclus dans les normes? Alors, en premier lieu, il y a donc 2 normes transverses, c'est-à-dire qui s'appliquent, voilà, qui conditionnent un peu les informations générales à donner. Donc en particulier, à noter donc le SRS 1, donc les principes généraux, et le 2 sur les informations générales, stratégie, gouvernance et analyse de matérialité. Ensuite, les informations à reporter s'organisent suivant 3 grands piliers, donc le pilier environnement, le pilier social et le pilier gouvernance. Donc dans le pilier environnemental, on retrouve les sujets sur le changement climatique, la pollution, la gestion de l'eau, la biodiversité et l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. À savoir que ces sujets-là sont alignés avec ces objectifs de la taxonomie européenne. Donc il y a toujours un alignement avec les autres textes européens. Sur le volet social, on regarde les sujets liés aux collaborateurs, les employés, les travailleurs sur la chaîne de valeur, les communautés affectées et les consommateurs et utilisateurs finaux. Et puis, sur le volet gouvernance, c'est surtout la conduite des affaires, c'est-à-dire tous les éthiques, voilà, éthique des affaires, anticorruption, conflit d'intérêts, etc. Si on... Vas-y, je te laisse finir, après je te pose une question avec un exemple concret. Vas-y. Non, vas-y, c'était juste pour répondre à des questions sur qu'est-ce qui est obligatoire aujourd'hui. Oui. Donc, ça, c'était un grand changement avec la publication des actes délégués. Donc, j'ai vu une question dans le chat sur ce qui se passait avant, après. Donc, à savoir, avant, lorsque donc l'EFRAG, c'est l'organisme qui était en charge de créer ces normes universelles, elle avait recommandé que le changement climatique soit obligatoire et la norme sur les employés aussi, en plus de l'ESRS2. Maintenant, avec la publication des actes délégués, il n'y a plus que le SRS2 qui est obligatoire. Hein. Tout le reste des sujets-là est soumis à l'analyse de la double matérialité et une entreprise n'est tenue à reporter selon ces normes thématiques que si elle a identifié l'enjeu comme étant matériel. Alors, si on prend un exemple concret, alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de bilan carbone. Les entreprises sont concernées, réalisent du coup des reportings sur ces sujets d'émissions de gaz à effet de serre en particulier. Est-ce qu'on peut dire, en prenant cet exemple concret qui peut être représentatif, que toutes les entreprises demain vont être obligées de faire ce reporting de gaz à effet de serre dans le cadre de la CSRD, sachant qu'on sait que c'est un sujet très important? Est-ce que ça veut dire que ça va être obligatoire, par exemple? Ouais, alors pour l'instant, ça ne l'est pas. On ne sait pas encore si ça va changer avec la consultation publique. On verra ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme je vous ai dit, toutes les déclarations doivent être aujourd'hui auditées. C'est-à-dire que si une entreprise juge que le changement climatique n'est pas matériel et décide de ne pas publier dessus, il faudra qu'elle ait une bonne raison de ne pas le faire et surtout qu'elle le justifie. Et à l'auditeur va venir derrière et va vérifier si oui ou non les justifications tiennent la route. Voilà. Aujourd'hui, sachant que c'est difficile quand même de justifier que le changement climatique n'est pas matériel. Ok, mais on comprend du coup dans l'essence que au final, les thématiques retenues sont vraiment propres à l'entreprise, c'est-à-dire à son contexte, ses enjeux, son secteur d'activité, Tout à et fait. que on va pouvoir qualifier ça, et c'est pas une obligation de absolument Mm. rentrer, fournir toutes les informations de toutes les cases. Donc c'est assez, comment dire, Ouais. rassurant pour l'avenir de se dire qu'on peut vraiment s'approprier ces normes, et c'est pas un cadre imposé dans lequel on va devoir rentrer. Ouais, Absolument. exactement. Et pour répondre à une des questions dans le chat, donc chaque norme est effectivement très précise et les indicateurs sont identifiés, sont cités, et même la méthodologie de calcul qui est acceptée. Donc tout est expliqué dans chaque norme thématique. Alors, on vous propose de passer ensuite au concept, enfin c'est même pas un concept, c'est une approche, un pilier de la CSRD qui est la double matérialité. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Alors en résumé, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire la double matérialité par rapport à la matérialité qui est exercice qu'on avait l'habitude de réaliser jusqu'à aujourd'hui? Donc expliquons un petit peu ce que c'est que la matérialité. La matérialité, c'est tout simplement un élément qui est important pour la prise de décision. Autrement dit, un enjeu est considéré comme matériel si on considère que son omission pourrait changer une décision prise par une partie prenante. Hein, donc c'est vraiment ce qu'on considère, est-ce que l'information est importante pour une décision qui pourrait être prise par n'importe quelle partie prenante? Si oui, on considère qu'elle est matérielle. Alors il y a 2 types de matérialité. Il y a la matérialité financière,
en premier lieu. Donc, la matérialité financière, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est l'impact de l'environnement, de la société, de l'économie sur la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce que l'environnement impacte le cash flow de l'entreprise. Un exemple, les entreprises consomment des ressources naturelles. Il faut identifier donc la disponibilité de ces ressources, la qualité de ces ressources et le prix qui peut évoluer. Donc, si n'importe lequel de ces éléments fluctue, ça va impacter le cash flow de l'entreprise. Donc, c'est un exemple de matérialité financière. L'inverse, c'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact. Donc, c'est comment l'entreprise impacte l'environnement, la société ou l'économie dans laquelle elle évolue. Donc, à titre d'exemple, on peut prendre la pollution atmosphérique d'une usine si elle impacte la santé des communautés avoisinantes, par exemple. Ce ne sera pas forcément un enjeu qui aura un impact financier sur l'entreprise, bon, sauf si elle se situe sauf s'il y a des recours à la justice ou autre, mais ce sera surtout un sujet de matérialité d'impact. Donc, la combinaison des deux fait ce qu'on appelle la double matérialité. Et c'est vraiment ce qui différencie. J'avais vu une question là qui demandait la différence avec l'ISSP, donc la International Sustainability Standards Board. C'est vraiment ce qui différencie aujourd'hui l'approche européenne de l'approche de l'International Sustainability Standards Board, qui prend une approche uniquement financière aujourd'hui. La CSRD, elle considère la double matérialité, c'est-à-dire aussi la matérialité d'impact. Alors, sur la suite, on va prendre un exemple concret avec notamment une analyse de matérialité réalisée par Nestlé. Et on va vous donner, il nous reste quelques minutes avant de prendre les questions-réponses, les 3 étapes clés, au final, de l'évaluation de cette matérialité, à travers, d'une part, la cartographie et l'engagement des parties prenantes, ensuite, l'identification des impacts, risques et opportunités qu'on a évoqués un peu plus tôt, et enfin, l'évaluation et la priorisation. Donc, très synthétiquement, Marie-Hélène, je vois encore une fois que l'heure tourne. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi ça consiste? Et puis ensuite, on viendra sur le cas de Nestlé pour vous donner un exemple concret. Oui, donc pour définir la double matérialité, donc il y a 3 étapes qui sont prévues dans la CSRD. La première, c'est la cartographie et l'engagement des parties prenantes, qui est très fortement recommandée. Donc, il faut prendre en compte les priorités des parties prenantes, et l'entreprise est tenue à expliquer comment elle les a pris en compte, comment elle les a consultés. Elle peut ne pas les consulter, mais par contre, elle doit toujours identifier comment elle les a pris en compte ou pas. Deuxième lieu, il faut identifier les impacts, risques et opportunités. Donc ça, dans les ESRS 1, donc il y a une annexe qui comporte une liste de à peu près 100 sujets, sous-sujets et sous-sous-sujets, à minima que les entreprises doivent prendre en compte. Donc un des enjeux, bien sûr, c'est de pouvoir filtrer cette liste pour en retenir une trentaine qu'on évaluera vraiment sur le plan de la matérialité. Ce qui nous amène au 3e point, qui est l'évaluation et la priorisation. Donc, il faut vraiment passer chacun de ces sujets-là, les évaluer. Alors, il y a des systèmes de cotation qui sont prévus, des critères qui sont prévus dans la CSRD pour évaluer les impacts positifs, les impacts négatifs, aussi les impacts actuels, les impacts potentiels, et les hiérarchiser. Donc, on peut passer directement, si tu veux, Alexis, à la slide suivante. Ce sera peut-être plus parlant avec un exemple. Donc là, on a voulu vous montrer le cas de Nestlé, qui, bon, ça a été fait avant la CSRD, mais qui applique bien la double matérialité, on le voit bien à travers les 2 axes là sur cette matrice. Donc, on voit là sur l'axe horizontal donc l'importance des sujets sur le business de Nestlé, donc c'est l'impact financier, et sur l'axe vertical, donc l'impact des enjeux sur l'environnement et les sociétés. Donc, c'est bien une matérialité d'impact dont on parle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment, ça c'est une forme là de représentation de la matérialité. Une entreprise peut faire différemment, mais voilà, je vais passer en revue donc la procédure. Donc là, vous voyez qu'il y a à peu près une trentaine de sujets qui a été identifiés par Nestlé. Certains, on connaît, sont très clairs, comme la gestion de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre. D'autres, on voit, sont propres à Nestlé, comme par exemple la santé et la nutrition qu'on peut avoir ici. Et ce qui a été fait ici, c'est une évaluation de chacun de ces enjeux selon la matérialité financière et selon la matérialité d'impact. Donc là, on voit que Nestlé a identifié une grille
hein, une échelle qui est négligible, modérée, significatif, majeur. Il faut savoir que l'échelle, c'est vraiment propre à chaque entreprise qui peut spécifier l'échelle qu'elle souhaite. Par contre, ce qui est exigé dans la CSRD, c'est les différents critères de mesure. Donc un impact doit être mesuré suivant son ampleur. Voilà, est-ce que c'est grave? Quel est son niveau de gravité? Elle doit être mesurée suivant un critère de portée. Voilà, est-ce que c'est un effet négatif ou positif qui est localisé ou bien non? Est-ce que ça s'étend plus largement? Elle doit identifier si c'est un impact négatif, quel est le caractère irrémédiable de cet impact, c'est-à-dire est-ce qu'on peut corriger les effets négatifs? Et si c'est un impact qui n'a pas encore eu lieu, elle doit estimer de sa probabilité d'occurrence, hein. Donc une fois qu'elle a fait ça, voilà, elle peut les évaluer donc selon l'échelle qu'elle aura définie. Et ensuite, ce qu'elle doit faire, c'est déterminer des seuils à partir desquels elle va sélectionner les enjeux les plus prioritaires. Donc là, on voit donc sur ce graphique-là, les enjeux ont été placés suivant leur matérialité financière, c'est-à-dire l'impact sur les cash flows de l'entreprise, et leur matérialité d'impact, hein, c'est-à-dire que leur impact sur l'environnement et les sociétés. Et là, on voit bien qu'il y a des sujets, par exemple, dans ce quadrant supérieur à droite, ce sont les sujets qui sont importants et d'un point de vue financier pour l'entreprise, mais aussi ils impactent fortement l'environnement et les sociétés autour. Les sujets qui sont ici en bas à droite, ce sont les enjeux qui ont un impact plus financier que sur l'environnement extérieur, hein. Et ceux qui sont en haut à gauche, c'est l'inverse, ce sont des sujets où l'impact sur l'environnement extérieur est plus important que l'impact potentiel financier sur les activités du groupe. Aujourd'hui, dans les seuils qui sont considérés comme étant matériels, une entreprise doit considérer tous les enjeux qui sont ou bien matériels d'un point de vue d'impact, donc c'est ce quadrant rouge-là, ou bien les sujets qui sont importants d'un point de vue financier, c'est celui-là, hein. Donc, elle doit considérer, si on veut prendre la somme des deux, tous les enjeux qui sont dans ce périmètre. Encore une fois, les seuils sont à définir par chaque entreprise. Donc là, moi, je l'ai mis de façon arbitrairement ici au niveau significatif. Mais c'est à chaque entreprise de définir ces seuils et chaque entreprise doit être très transparente. Elle a l'obligation de décrire tout ce processus-là dans son reporting. Comment est-ce qu'elle a identifié ces enjeux? Comment est-ce qu'elle les a évalués? Quelle échelle elle a considéré? Et quels sont les seuils à partir desquels elle a considéré qu'un enjeu était matériel? Une fois qu'elle a fait ça et qu'elle a identifié ces enjeux matériels, là, elle doit répondre à la norme thématique de chaque enjeu identifié comme matériel. Par exemple, là, elle a considéré la gestion de l'eau, donc elle doit répondre aux obligations de la norme thématique sur l'eau. Les enjeux qui n'auront pas été retenus comme étant matériels, alors ça c'est aussi une des grandes nouveautés des actes délégués qui ont été publiés il y a quelques semaines, c'est que l'entreprise n'est plus tenue de justifier les raisons pour lesquelles cet enjeu-là n'est pas matériel. Et Merci évidemment, elle n'a Marie. pas à répondre sur la norme thématique. Ouais. Merci Marie-Hélène. Il y a beaucoup de questions dans le chat, donc je propose qu'on avance un petit peu. Et en terminant par le calendrier d'application, de voir concrètement, vous, votre entreprise, voilà, à quel moment elle va être, être concernée, impactée, et en fonction de votre typologie d'entreprise. Donc, vous voyez voilà, le calendrier ci-dessous. Alors concrètement, voilà, tous réunis autour de ce webinaire aujourd'hui, à partir de quel moment voilà, on doit s'en préoccuper et quelle est la date limite, parce que certains voilà, sont peut-être concernés par cette question, Ouais. pour commencer à s'intéresser au sujet. Alors, les premières entreprises vont déjà devoir commencer dès 2024. Donc avec la publication, alors je rappelle la publication du rapport sur l'année 2025. Hein. Ensuite, toutes les autres grandes entreprises qui ne sont pas déjà soumises à la NFRD ont un an de plus, donc doivent faire leur premier rapport de durabilité, se rapportent sur l'année 2025, donc publication en 2026, toujours une année après. Les PME doivent s'y mettre en 2026 pour une publication du rapport en 2027. Et puis, les entreprises non européennes qui seront concernées, ce ne sera pas avant 2028 pour une publication en 2029. Alors, je rappelle aussi, donc on a parlé des normes sectorielles et des normes spécifiques. Donc, je rappelle qu'elles doivent voir le jour, voilà, ici.
vers la mi-2024. Effectivement, dans un horizon d'un an, on aura une vision plus claire. Et dans le même temps, effectivement, comme on le précisait, chaque reporting s'applique sur l'année précédente. Donc effectivement, on a entre guillemets un an de marge par rapport, alors marge, j'emploie un grand mot, mais par rapport à ces dates annoncées. Et en tous les cas, ça arrive très vite. Voilà, on est dedans, on est déjà à l'aube de ces changements majeurs. On vous propose désormais de passer à vos questions-réponses. Comme convenu, il est 11h45, on se laisse 15 minutes de questions-réponses. Je vais en prendre aussi, je vais remonter le chat. Donc n'hésitez pas à les reposer, parce qu'il y en a eu beaucoup au tout début notamment. Si jamais on n'y a pas répondu au fil du webinaire, le calendrier d'application, on en a parlé, les enjeux, les intérêts. On a pris des exemples qu'on essaie d'être le plus concret possible dans le temps imparti, et on espère que ça a pu vous éclairer au maximum. Le lien avec les différentes autres référentiels, on l'a fait au tout début. L'ISSB, on en a parlé. Est-ce que vous avez des questions résiduelles? Je vois qu'il y a beaucoup de questions liées où est-ce qu'on trouve les normes, où est-ce qu'on peut trouver ces éléments-là. Les normes aussi bien universelles que c'est l'avenir. Et j'ai remis un lien de l'EFRAG dans le chat qui vous permet d'avoir accès à ces informations. Alors, on prend vos questions. Alors oui, je vois des questions sur l'existence de ces normes en français. Pour l'instant, non, elles sont disponibles qu'en anglais. La seule chose qui est disponible en français, c'est le texte réglementaire sur la CSRD elle-même. Mais malheureusement, le ESRS, pour l'instant, donc par ESRS sont les normes thématiques et transverses, ça n'existe qu'en anglais. Mais je pense qu'on peut s'attendre à une traduction bientôt. Alors, une personne nous demande la différence entre CSRD et GRI. Donc, GRI, qui est aussi une norme de reporting internationale. Oui. En quoi c'est compatible ou différent? Donc, je vais expliquer ce que c'est que la GRI pour ceux qui ne savent pas. Donc, GRI, c'est la Global Reporting Initiative. Donc, c'est le standard de reporting durabilité qui est le plus utilisé aujourd'hui au niveau mondial. Donc, le GRI est là de longue date. Ça existe même avant la NFRD, donc déjà depuis les années 2000 que le GRI est là. Et de nombreuses entreprises dans le monde l'utilisent comme référentiel de reporting. Le GRI aujourd'hui est, dans le jargon anglais, ils appellent ça interoperable, c'est-à-dire qu'il est complètement, la CSRD s'est alignée avec les recommandations du GRI, étant donné que son utilisation est assez large. Une des principales différences que je vois à mon sens, c'est toujours cette question de matérialité. Le GRI regarde surtout, et que d'ailleurs la matérialité d'impact. Donc même pas là, on est complètement différent de l'ISSP qui regardait la matérialité financière. Le GRI, c'est surtout la matérialité d'impact, alors que la CSRD, c'est la double matérialité, donc la matérialité financière et la matérialité d'impact. De fait, dans le GRI, donc vous avez beaucoup d'indicateurs qui sont bien précisés, mais vous n'avez pas des indicateurs comme on peut avoir dans la CSRD sur l'implication financière des impacts environnementaux ou sociaux. Donc ça, c'est pour moi une des grandes différences entre les deux. Merci pour cette réponse. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, je vois qu'il y a des questions liées, il y a une holding française, filiale étrangère, etc. Je vous propose vraiment qu'on y réponde par la suite. On vous donnera un mail pour pouvoir détailler les spécificités. Peut-être juste, Alexis, je peux juste préciser juste une chose. En fait, il faut que le bilan du rapport de durabilité, son périmètre soit le même que le périmètre financier. Hein, évidemment, puisque comme c'est inclus dans le même rapport de gestion. Donc, si l'entreprise fait des rapports, des bilans consolidés, elle devra faire de même pour son rapport, pour la partie de durabilité, pour la section durabilité qui est inclue maintenant dans le rapport de gestion. Merci pour ces précisions. On a une question qui me semble intéressante d'Hugo sur qui sera en charge au final de certifier, de vérifier le reporting. Est-ce que c'est le CAC? Est-ce que c'est un organisme indépendant qui va vérifier en fait ce qu'on va publier? Oui, alors ça peut être les CAC, ça peut être un OTI, un organisme tiers indépendant. Alors là, du coup, la CSRD est très précise sur les compétences attendues de ces organismes. Voilà. Donc ça, du coup, c'est très normé et ce sera vérifié.
Encore une question. Alors, n'hésitez pas à la reposer dans le chat encore une fois si jamais voilà, on n'y a pas répondu. Une autre question qui demande pour la notion de chiffre d'affaires effectif, doit-on additionner le chiffre d'affaires des filiales et de la maison mère? Oui, voilà, En fait, donc c'était exactement mon point sur les périmètres des entreprises. Si l'entreprise fait des bilans consolidés et fait un rapport de gestion avec toutes ses filiales inclus consolidés, donc elle est tenue de faire aussi pareil pour son rapport de durabilité. ok, je vois pas d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à la remettre dans le chat si jamais on n'y a pas répondu. On va encore en prendre une ou deux. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent, donc n'hésitez pas. Sinon, encore une fois, on vous laissera. Alors, je vous mets un mail. Je vous affiche un mail auquel vous allez pouvoir nous contacter pendant que certaines personnes continuent d'écrire leurs questions. Alors, j'ai vu une question intéressante, Alexis, sur qui est responsable de rapport de durabilité en interne, me semble. Peut-être un point sur la responsabilité en interne des entreprises. C'est vrai que différentes personnes sont sollicitées quand on a production d'un rapport de durabilité. Et surtout, on voit de plus en plus qu'on attend des rapports de durabilité la même rigueur que ce qu'on attend des rapports financiers. Donc les services financiers, donc du fait, sont très souvent sollicités et je pense vont être encore plus avec la CSRD. Mais ne pas oublier que la CSRD, c'est une vraie transformation de l'entreprise. Comme je l'ai dit, c'est surtout un outil de pilotage d'entreprise et c'est donc une véritable transformation. Et de fait, beaucoup d'équipes vont être impliquées dans la préparation de ce rapport de durabilité. Donc notamment les équipes de production, les équipes RH, les équipes de communication. Donc c'est très important de vraiment en faire un projet d'entreprise et d'impliquer tous les acteurs qui peuvent être concernés. Très bien, je rappelle que pour toutes, voilà, si vous avez des questions vraiment très spécifiques qui concernent votre entreprise, on vous laisse le mail à l'écran, donc csrd@entreprise-du6 engagé au pluriel.fr. Donc vraiment, n'hésitez pas, voilà, on y répondra avec plaisir juste après ce webinaire. Donc une question sur qu'est-ce qu'on attend par le nombre de salariés. Donc c'est la notion de full-time equivalent. Donc c'est des équivalents. Donc on compte le nombre d'heures et on calcule en moyenne sur le nombre d'heures en moyenne d'un salarié. Ensuite, il faut prendre en compte, oui, pareil, CDD, CDI, tous. Voilà. Une question intéressante. Donc, si on n'est pas concerné par la CSRD, est-ce qu'on garde notre DPEF qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui avec le rapport financier? Est-ce que c'est OK? Est-ce que on peut continuer comme ça? Oui, bien sûr, si vous n'entrez pas dans le champ d'application, mais dans ce cas-là, une entreprise ne rentre pas non plus dans le champ d'application de la DPEF, dans ce cas-là. Parce que normalement, toutes les entreprises du champ d'application de la DPEF seront dans le champ d'application de la CSRD. Oui, exact. Alors, ça peut être une DPF volontaire. On attend la réponse de la personne. Il ne faut pas oublier qu'en France, les SAS, je rappelle le cas des SAS qui étaient exemptés de la DPEF, rentrent maintenant dans le champ d'application de la CSRD. Alors, on prend une autre question. Est-ce que la notion d'impact de la CSRD ne crée pas confusion avec la notion d'impact utilisée dans le secteur finance durable? Donc là, c'est complémentaire, je dirais. C'est complémentaire. Donc la notion d'impact de la CSRD prend vraiment en compte l'impact financier en même temps que l'impact sur son environnement et la société. Et je reprends une question parce qu'on n'avait pas adressé. Effectivement, il y a une composante politique qui est probablement derrière cette question. De Marie, merci de la reposer. L'ISSB est très présente sur les médias en ce moment. C'est vrai, vous avez certainement passé des prises de parole à ce sujet très récentes. Est-ce que ça met en péril au final le travail de l'EFRAG et ces normes SRS européennes? Est-ce que ce sont deux visions complémentaires? Comment on peut qualifier ces interventions de l'ISSB récentes? Alors ce sont des visions différentes, surtout par le biais de la matérialité. Je rappelle donc l'ISSB qui est en train de rédiger des normes globales sur le reporting de durabilité, a pris parti de prendre en compte que la matérialité financière, c'est-à-dire que une entreprise est tenue de retenir que les enjeux qui impactent sa performance financière, donc ses cash flows. Alors qu'en Europe, le parti pris est de considérer la double matérialité.
voilà, une entreprise, sachant, je rappelle donc le cadre réglementaire en Europe donc va imposer la CSRD aux entreprises européennes ou non européennes. L'IFRS, l'ISSB reste facultatif, hein, optionnel. Il n'y a aucune obligation de répondre à ça, même si certains pays sont aujourd'hui en train peuvent rendre cela obligatoire, comme elles l'ont fait avec les normes IFRS. Hein. Normes IFRS sur la comptabilité. Donc je rappelle, en fait, l'ISSB en fait fait partie de l'IFRS qui était en charge de produire les normes comptables. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On prend encore quelques questions et après, comme on s'est engagé, on terminera vraiment à midi. Donc oui, merci la réponse à la question. Est-ce qu'il y a une structure de contenu dans le rapport de durabilité qui est exigée ou est-ce qu'au final, on peut faire un peu ce qu'on veut? C'est intéressant cette question. Non, il y a une structure qui est exigée. Donc ça, vous pouvez voir ça dans le SRS 1. Donc il faut commencer par parler des reporting général. Et ensuite, il faut avoir une section donc par sujet sur l'environnement, sur le social et sur la gouvernance, en allant vraiment thématique par thématique. En fait, il faut suivre l'organisation que j'avais montrée sur la slide, là où je vous avais présenté toutes les normes. Ok. Est-ce qu'il reste une question qu'on n'aurait pas adressée? J'avais vu une question sur le planning sur les entreprises de moins de 750 personnes. Ouais. Donc effectivement, alors, il y a aussi un échéancier. Donc là, on vous a montré les échéanciers pour les entreprises, mais il y a aussi un échéancier sur ce qu'il faut reporter. Donc par exemple, les entreprises de moins de 700 personnes ont certaines flexibilités. Par exemple, elles n'ont pas besoin de reporter le scope 3 de leurs émissions de gaz à effet de serre ou la norme thématique S1 sur les employés avant 1 an, par exemple. D'ailleurs, on avait ça sur un des slides. Je sais pas, Alexis, si tu voudrais la montrer. Voilà, il y a d'autres flexibilités aussi à 2 ans, à 3 ans. Donc il y a certaines flexibilités pour les entreprises de moins de 750 personnes. Ensuite, il y a d'autres mesures de flexibilité qui s'appliquent à toutes les entreprises. Par exemple, les effets financiers liés aux impacts environnementaux. Ça, c'est difficile à mesurer. On n'a pas encore vraiment une méthodologie bien précise et donc la CSRD laisse la flexibilité aux entreprises de quelques années, le temps de mettre cela en place. Je tiens à préciser aussi que même sur la chaîne de valeur, il y a aussi de la flexibilité. Donc les entreprises ont jusqu'à 3 ans pour avoir des données bien précises sur les entreprises qui constituent leur chaîne de valeur. Mais elles doivent toujours expliquer qu'est-ce qu'elles font pour obtenir ces données. C'est-à-dire que ce n'est pas une période de temps où on peut se croiser les bras et attendre. Non, il faut être très clair sur quelles sont les démarches qui ont été prises en compte pour obtenir ces données sur le long de sa chaîne de valeur et le temps prévu pour les avoir. Je propose qu'on prenne une toute dernière question et après on conclura. Pouvez-vous nous rappeler à qui on doit justifier de ne pas prendre en compte une norme thématique? Pour ne pas prendre une norme thématique, donc il faut que celle-ci ne soit pas matérielle, tout simplement, ni d'un point de vue financier, ni d'un point de vue impact. Donc c'est l'entreprise qui le décrète Oui. sur la base de ces analyses et de retours de ces parties prenantes en particulier. Et du coup, on doit le justifier, c'est vérifié par la suite, mais on ne doit pas le justifier en tant que tel, c'est le choix de l'entreprise. Alors pour l'instant, non. D'après les actes délégués, on n'a plus l'obligation de le justifier. On verra après la phase de consultation publique si ça va rester comme ça. Parce que je rappelle que l'EFRAG avait obligé, donc dans ces normes techniques, avait maintenu l'obligation de justifier même pourquoi un sujet n'a pas été retenu comme matériel. Ok, un grand merci à tout le monde pour vos questions. Je rappelle que vous voyez à l'écran l'adresse mail de contact, donc csrd@entreprise-engagée.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un message, on sera un plaisir de vous y répondre, même avec des questions très précises, très techniques, n'hésitez pas. Je rappelle aussi, je mets un petit bandeau sur l'écran, que vous pouvez nous suivre nos actualités sur notre page LinkedIn, donc la page LinkedIn Entreprise Engagée. Et que, comme on s'y était engagé justement, ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube Entreprise Engagée que vous retrouverez assez facilement. Un grand merci à tout le monde. Donc, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui avec de nombreuses questions, donc c'était très intéressant pour nous de pouvoir adresser ce sujet. Et surtout, un grand merci à toi, Marie-Hélène, d'avoir pu co-animer avec moi et répondre aux différentes questions et présenter
en synthèse. Et je sais que ce n'était pas simple du tout d'arriver à décoder, simplifier au maximum, ce qui est au final voilà, une réglementation assez complexe. Donc un grand merci à toi pour ta Merci, participation. merci à vous, c'était un plaisir. Et à très bientôt. Bonne fin de journée à tout le monde.